Bonjour, bienvenue, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Acteurs Publics TV. Nous sommes depuis ce matin en direct du Conseil économique et social dans cette magnifique salle Hypostyle et nous allons consacrer le débat de cet après-midi au bon usage des conseils extérieurs par le secteur public. Pour en parler, on a eu la chance de pouvoir réunir 4 experts qui représentent 4 cabinets parmi les plus grands de la place. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Laurence Prévost. Bonjour Laurence Prévost. Bonjour. Alors vous êtes partenaire secteur public Sopra de secteur public de Sopra Steria Consulting. Alors j'hésite parce qu'il y a eu cette fusion Sopra Steria à laquelle on n'est pas encore complètement habitué. Arnaud Bertrand, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes associé responsable des activités secteur public chez EY, alors on dit maintenant, hein. C'est plus Ernst & Young, c'est EY. Tout à fait. Voilà. Joël Elkaïm, associé responsable secteur gouvernement chez Deloitte, pas de changement dans le nom. Hein, tout va bien. On reste à Deloitte, voilà. Et Jérôme Vercamer, responsable santé et secteur public France d'Accenture, aussi grand cabinet, s'il en est un. Bonjour. Alors, madame, messieurs, vous le savez, on reproche de temps en temps à l'administration de recourir à vos services. La rédaction d'Acteurs Publics ne prendra pas parti dans ce débat-là, sauf que nous, on constate que le recours aux consultants extérieurs, aux conseils que vous êtes, a parfois bien fait progresser les choses. Et dans le fond, notre regard restera objectif jusqu'au bout, mais nous n'aurons aucun a priori. D'ailleurs, la Cour des comptes, saisie par la Commission des finances du Sénat, a dit à peu près la même chose. Dit voilà, ça peut servir. Tout dépend de la façon dont on s'en sert, et c'est pas sur l'opportunité qu'il peut y avoir débat, mais plus sur la méthode. Alors, première chose, il faut que pour tout le monde, que nos téléspectateurs comprennent, on parle de masse quand même relativement importante ou pas très importante, finalement, vous, sur le marché du conseil. Qu'est-ce qu'il y a les chiffres? Un chiffre, allez. Juste 150 millions d'euros oui. Par an en matière de conseil pour l'État. Pour l'État, rapporté au budget de l'État, c'est une goutte d'eau. Oui, mais rapporté au marché du conseil. C'est aussi une goutte d'eau. Une goutte d'eau? Oui, c'est pas très significatif par rapport aux autres segments d'industrie de la plupart des cabinets conseils, puisqu'on est en dessous, en gros, en moyenne de 15% d'activité, enfin de 15% de chiffre d'affaires de la plupart des cabinets. Donc c'est plutôt... Ce que vous dites, oui, c'est que dans vos cabinets, le secteur public, ça pèse 10, 15, rarement plus, % de l'activité? Ça pèse environ 15%, et par ailleurs, dans d'autres pays, c'est beaucoup plus important en termes de volume d'activité, des pays qui font des réformes. Ah, alors ceux qui utilisent vraiment les cabinets de conseil extérieur finissent par faire des réformes. Premier message d'Accenture. Alors qu'est-ce qu'il y a des idées sur des pratiques à l'étranger? On met souvent en avant les pays anglo-saxons, par exemple l'Angleterre, qui a fait des réformes importantes. Ils dépensent plus d'argent? Oui, ils dépensent plus d'argent, mais parce qu'ils ont des pratiques totalement différentes. Que ce soit dans les pays latins ou dans les pays anglo-saxons, ils ont des pratiques différentes. Dans les pays latins, ils mobilisent beaucoup plus de consultants parce qu'ils ont une administration qui est beaucoup moins mature que l'administration française, donc ils ont besoin d'avoir un recours plus important aux consultants. Et en fait, ils externalisent un certain nombre de prestations. Et dans les pays anglo-saxons, ils ont cette habitude de penser en permanence le choix du mode de gestion. Est-ce que j'ai plus intérêt à faire en interne parce que c'est plus efficace et moins cher, ou est-ce que j'ai plus intérêt à externaliser parce que c'est plus efficace et moins cher? Et moins cher. Alors c'est toute la question en fait. C'est est-ce que l'État tire réellement, lorsque l'État dépense de l'argent pour acheter du conseil à l'extérieur, est-ce qu'il fait un bon investissement, un bon usage de cet argent? Est-ce qu'il en tire tout le profit? Est-ce que l'État sait acheter de la prestation intellectuelle dans le fond? De toutes les manières, il faut voir la tendance, il ne faut pas regarder l'image à un instant T. Arnaud en parlait tout à l'heure, la comparaison avec d'autres pays est peut-être justifiée sur le fait que je ne suis pas certain que les autres pays ou que la France soit sous-administrée, donc le ratio entre l'Angleterre ou l'Allemagne est intéressant parce que c'est un ratio de 3 à 4 fois plus important que les dépenses en France. Pour un pays qui finalement a un service public à peu près au même niveau que le nôtre. Comparable. Ouais. Ce qui est plutôt plus intéressant, c'est de regarder à quel point, sur les 10 dernières années, le secteur public français a évolué sur sa pratique d'achat. Quelle est la tendance, oui. Globalement, on voit qu'elle est plutôt dans un comportement d'achat plus mature, plus responsable. Il y a encore évidemment des zones sur lesquelles on peut progresser, que ce soit en administration centrale ou ailleurs. Mais on peut considérer quand même que sur les 10 dernières années, les progrès ont quand même été assez substantiels sur la pratique d'achat du conseil. Après, on a parlé du rapport de la Cour des comptes. Le rapport de la Cour des comptes affirme
de façon assez forte que le recours au conseil, dans certains cas, est parfaitement justifié. Il parle de parangonnage, ce que dans notre jargon on dirait benchmark. Donc. Non, on sent bien qu'il n'y a pas de remise en cause de l'opportunité et de la nécessité qu'il y a, et de l'intérêt même, pour l'État de recourir à des conseils extérieurs. Il faut voir pourquoi des organisations publiques ou privées recourent au conseil. Il y a 3 grandes catégories. Soit des raisons capacitaires. C'est que quand vous avez besoin de faire de la transformation, vous n'avez pas nécessairement les ressources internes. Quand vous êtes un hôpital, vos équipes, elles ne sont pas spécialisées dans la transformation, elles sont spécialisées dans l'acte médical, et heureusement. Donc quand elles ont besoin de s'améliorer, elles feront appel à du conseil. Capacitaire, premier élément. Le deuxième élément, c'est quand vous avez besoin d'expertise. Et parfois, il est moins cher de recourir à de l'expertise externe que de former cette expertise. On n'a peut-être pas le temps non plus. Voilà. Et par ailleurs, pas le temps. Et puis enfin, c'est parfois, on l'évoquait, parce que vous avez besoin d'un regard extérieur, d'un regard indépendant. Et ça, c'est vrai pour des organisations publiques comme pour des organisations privées. Laurence Prévost, est-ce que la façon d'acheter a évolué? Est-ce que, par exemple, puisqu'on faisait référence au marché privé, est-ce qu'on se rapproche des attitudes des grandes entreprises, par exemple? Est-ce que l'État... La stratégie d'achat a naturellement évolué. On constate quand même des référencements d'achat via le SAE, via l'UGAP, qui sont toujours vivants, mais dont les acteurs publics font de plus en plus appel. Et en ça s'apparente à des pratiques de grands comptes d'autres secteurs. Oui. Également un usage aussi plus fort de tout ce qui est prestations en mode forfait. Effectivement, il y a du capacitaire, mais il y a quand même une volonté d'aller vers du forfait avec des UO pour offrir plus de souplesse, plus d'adaptabilité. Des UO? Des unités d'œuvre, pardon. Des unités d'œuvre. Des bons de commande. Des bons de commande. Des bons de commande. Oui. Voilà. Après, dans les pratiques d'achat, je pense qu'il y a une évolution aussi sur les exigences par rapport au conseil extérieur. Voilà. C'est-à-dire que il y a une exigence de moins quand même de support et plus d'apport, une véritable exigence en termes d'apport d'innovation, de fonds, de méthodologie, avec une tendance à des démarches de coproduction qui facilitent en fait cette. Chez Accenture aussi, vous avez remarqué cette tendance à la coproduction, au co-management. Quand vous arrivez, finalement, tout le monde se tait, on vous écoute, ou vous bossez avec les équipes dans les administrations où vous intervenez? Mais pour rejoindre le point d'Arnaud, effectivement, il y a 3 grands cas d'intervention. Et donc, quand il n'y a pas de problème de capacité au sens titre 2 plafond d'emploi, on est dans de la coproduction, voire du co-management. En revanche, ce qui manque un peu par rapport à des activités qu'on peut voir dans le privé et que les marchés publics autorisent, je tiens à le préciser, hein, j'ai des notes blanches là-dessus s'il le faut, c'est en fait de pouvoir rétribuer les consultants à la performance atteinte ou à la performance dépassée. Donc vous fixez des objectifs et plutôt que d'avoir que des malus à coût de pénalité, vous pouvez aussi fixer des bonus qui sont directement corrélés à quelque chose de quantifié. Et ça, malheureusement, le succès de la mission, la rémunération du succès est au succès, quoi. Voilà, exactement. Et donc là, pour le coup, en termes de garantie par rapport à des enquêtes a posteriori de différents corps d'inspection, je pense que ça fait... Il n'y a pas de débat, c'est quelque chose qui devient très rationnel. Oui. Mais la question qui est soulevée du coup, c'est plutôt le pilotage des activités des prestataires extérieurs par le secteur public. Et s'il reste peut-être encore une zone sur laquelle globalement il y a une progression à réaliser, c'est peut-être là-dessus. C'est justement la co-construction, c'est quand même maintenant une valeur qui est partagée par la plupart des praticiens sur la place. Et donc tout le monde a compris, d'ailleurs il y a un système de plus en plus poreux, puisque des consultants vont travailler dans l'administration. L'administration envoie des gens qui, eux, viennent travailler dans les cabinets de consultants. Donc aujourd'hui, on va dire qu'il y a une connaissance qui est de plus en plus accrue des deux systèmes. Par contre, le système du pilotage de l'activité par le secteur public de ses prestataires est peut-être encore une fois un sujet de développement qui est plutôt devant nous. Laurence Prévost. Oui, le sujet, la problématique, elle n'est pas tant, on va dire, du pilotage et du suivi économique ou de l'achat que de la mesure, en fait, de la valeur ajoutée des conseils extérieurs et du retour investissement sur les prestations réalisées.
Et dans ce domaine, même si effectivement le code offre des possibilités, l'administration reste assez frileuse. C'est peu utilisé. Hein. On a déjà vu des administrations, puis on a aussi vu des affaires qui se terminaient pas si bien que ça lorsqu'il y avait une indexation au résultat. Enfin, je veux dire, dans l'opinion publique, c'est pas quelque chose qui est toujours bien ressenti. Et donc l'administration, qui pourrait y avoir intérêt, je crois, est assez frileuse. Encore une fois, l'idée n'est pas, parce que ça s'est développé beaucoup dans les pays anglo-saxons, l'idée n'est pas d'avoir une rémunération au résultat à 100%. C'est d'avoir un forfait et d'avoir une partie, en tous les cas, de la rémunération qui peut être, elle, au résultat, si un certain nombre d'indicateurs clairement établis en avance ont été atteints. Je voudrais rajouter 2 éléments. À mon sens, il y a 2 points de progrès quand même. Il y en a un qui est pointé par le rapport de la Cour des comptes, qui est le meilleur recours par l'État, c'est notamment vrai pour l'État, mais les collectivités pourraient en bénéficier, de ses propres ressources internes. Que ce soit les corps d'inspection, que ce soit des corps d'études, que ce soit des corps de conseil qui existent un peu partout au sein de l'État, qui sont d'ailleurs assez disséminés. Il y a beaucoup de corps, beaucoup de ressources qui sont assez peu mobilisées. Oui, c'est ça. Et la Cour des comptes le pointe. Il y a un deuxième point en revanche qui avait été expérimenté dans le passé, au moment des audits de modernisation, au début de la RGPP, qui était une vraie coproduction avec des équipes mixtes. Et là, je pense que c'est vraiment quelque chose vers lequel on devrait revenir. Sur la réforme de l'État actuellement, l'État a tendance plutôt à prendre des consultants à la marge sur des points spécifiques, alors qu'à l'époque, il y avait quelque chose qui ensuite avait disparu malheureusement dans le reste de la RGPP, qui est effectivement de mettre des équipes avec à la fois des inspecteurs et des consultants. L'avantage des corps d'inspection, c'est qu'ils ont une connaissance intime bien supérieure à la nôtre malgré tout, même quand on a des équipes qui sont dédiées des différentes administrations. L'avantage des consultants, c'est qu'ils ont des méthodes de transformation aguerries, éprouvées dans le privé, avec une capacité de comparaison avec le privé, avec l'international, que n'ont pas les corps d'inspection. C'est ça un peu le PPP, le partenariat public-privé à développer. C'est la formule intelligente. Alors ça répond peut-être à une des remarques de la Cour des comptes, hein, qui n'a pas dû vous échapper aussi, c'est le transfert du know-how, c'est-à-dire la compétence du know-how. Hein. Comment est-ce qu'on tire un parti de deuxième niveau de cette prestation en donnant plus d'expérience à ses propres équipes? Est-ce que ça, dans une mission, fait toujours... D'abord, est-ce que l'administration le demande toujours, et est-ce qu'elle sait le mettre en place? Ça dépend de la nature des missions. C'est typiquement, quand des missions sont très courtes, c'est-à-dire de l'ordre de quelques semaines, quand on est sur du conseiller en management ou conseiller en stratégie, c'est ce qu'on voit. Et là, le transfert de connaissances, il se fait idéalement parce qu'on est en coproduction, en équipe mixte avec des corps d'inspection typiquement. Ça se fait ça va se faire naturellement. De fait, oui. Quand les missions sont beaucoup plus longues, de type assistance dans la durée, maîtrise d'ouvrage sur des grands projets et autres, là, il faut que l'administration prévoit justement dans ses plafonds d'emploi. Il faut qu'elle ait les effectifs, c'est ça. Il faut qu'il y ait les effectifs avec les compétences qui vont avec, ce qui est un sujet en soi. Hein. La GPEC, la gestion des emplois et des compétences, va de pair avec notre participation. Je suppose que vous faites du conseil aussi dans ce domaine-là. Ben oui. Bon, alors, donc il faut que l'administration se prépare pour bénéficier de ce transfert de compétences. Et alors là, il y a une incohérence presque, parce qu'elle peut faire appel à vos services parce que justement elle n'a pas les ressources, et vous dites écoutez, mettez-nous un peu à disposition des ressources de façon à ce qu'on vous transfère le savoir-faire. Non, je pense que ce que disait Arnaud, c'est pas que je fais comme si j'avais pas compris, c'est pour que vous me disiez... Je vais juste nuancer un tout petit peu le propos, c'est de dire que les ressources existent, les ressources sont parfois mal utilisées, pas au bon endroit, et aujourd'hui l'administration n'arrive pas forcément tout le temps à les mobiliser quand il faut et où il faut. Mais évidemment, il reste des cas de figure dans lesquels la nécessité de mettre en place un transfert de compétences, au-delà même de la co-construction, est extrêmement importante. Encore faut-il que l'administration soit dotée également de gestion du knowledge, parce que c'est une première étape que de transmettre cette information. Une deuxième étape étant beaucoup plus intéressante et beaucoup plus à valeur ajoutée, étant d'être capable de la gérer dans le temps. Et alors on revient d'ailleurs sur... Et de se parler juste, on parle de bon usage des consultants. J'ai vécu il y a un an une aventure assez intéressante où Bercy, les affaires étrangères, nous avait demandé en commun, et le Parlement, de faire une évaluation de la politique de coopération de la France. On lance la mission et une semaine après, la Cour des comptes lance exactement la même mission. Voilà. Il y a quand même là aussi, à la fois dans l'usage des deniers publics et des ressources, de l'optimisation. Laurence Prévost aussi, une expérience ? Une expérience, mais un complément avant tout. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de transfert de méthodologie, mais je crois qu'il y a aussi une exigence vis-à-vis des conseils extérieurs de savoir-être.
c'est-à-dire de savoir-être et d'accompagner les acteurs publics sur la capacité à faire décider, à mettre en mouvement les acteurs et son management. Et donc, on n'est pas seulement sur un apport, entre guillemets, méthodologique du conseil extérieur. L'administration vous juge là-dessus aussi? C'est devenu quelque chose d'important? C'est-à-dire que quand vos équipes doivent coproduire, co-manager une situation, je pense que l'administration, le client direct et l'administration en général nous jugent sur ce point-là, puisqu'au-delà de la validation, entre guillemets, des livrables liés à une prestation, ils nous jugent surtout et nous évaluent surtout sur la réussite globale du projet et notre capacité à les accompagner vers cette réussite. Alors là, c'est le mot, on met de côté évaluation, on va revenir là-dessus. Juste un point, je voudrais rebondir sur un point RH qu'évoquait Jérôme tout à l'heure. Jérôme d'Accenture. Une vraie difficulté aussi, c'est la difficulté de mobiliser des agents publics de haut niveau sur des projets de transformation. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles ils font souvent appel à du conseil, c'est que le top management de l'administration est plus mobilisé et souhaite plus se mobiliser, ce qui est tout à fait vertueux, sur les politiques publiques en tant que telles. Mais lorsqu'il y a des projets de transformation, quand on a besoin de préfigurateurs, même si on a peut-être des contre-exemples avec un certain nombre de préfets, on a du mal à trouver ces personnes, souvent parce que dans leur parcours de carrière, ça n'est pas une expérience qui est valorisée. Donc il y a un enjeu RH, effectivement, pour dire à des personnes qui, à un moment ou un autre, se retrouvent sur de la gestion de projet, sur des fonctions transversales, et pas nécessairement sur un poste directement hiérarchique, de gérer leur carrière et que ce soit un plus dans leur parcours de carrière. Peut-être un point de complément, mais qui est juste une expérience qu'on a eue, nous, ces dernières années. Sur 5 ans, on a formé 2700 personnes à du Lean, donc en fait de l'amélioration d'efficacité opérationnelle. Lean Management. Lean Management, Lean Six Sigma. Administration, ARS, opérateurs. Et donc là, en fait, on a fait monter des personnes de l'administration à des niveaux green belt ou black belt au travers de sessions de formation qui pouvaient durer 1 à 2 semaines. Donc l'État est capable. Par des niveaux supérieurs. C'est le terme en ligne en fait. Bon. C'est pour ça. Donc les leaners se reconnaîtront. Les leaners comprendront. Bon, pour les autres. Mais le message, c'est comme des grades de judo. Hein. Oui, exactement. Voilà. Ça vient en plus, ce sont des méthodes qui viennent du Japon. Mais en tout cas, ça marche très bien sur des thématiques qui sont à la fois cognitives ou opérationnelles, transactionnelles. Et in fine, l'administration se prend en main aussi dans sa transformation et à identifier des marchés. Là, c'était avec les ateliers de la performance opérationnelle que ça s'est fait. Voilà. Alors, vous avez prononcé, Laurence Prévost, le mot que tout le monde prononce dans l'administration, qui est une pratique quotidienne, l'évaluation. Alors l'administration, l'État, les collectivités, le secteur hospitalier sait s'évaluer en permanence, ils ne font que ça. Alors comment est-ce qu'ils vous évaluent, vous? Elle ne sait pas. Comment? Elle ne sait pas. Mais comment est-ce que vos prestations sont évaluées? Est-ce que vous estimez qu'elles sont normalement évaluées ou est-ce que vous demandez plus d'évaluation? Et est-ce que d'ailleurs ça ne serait pas un argument auquel vous seriez sensible? Je ne suis pas sûr que ce soit nos prestations qui principalement doivent être évaluées. Je pense que la priorité, c'est d'évaluer l'efficacité de l'action publique. Et là, pour le moment, on a un dispositif qui est perfectible, je dirais. On est sur un objet qui est beaucoup plus compliqué. Hein. L'action publique, c'est plus compliqué que n'importe quelle mission d'une grande entreprise internationale. Mais justement, ça requiert des indicateurs, de l'évaluation, et c'est ça qui est insuffisamment développé, à mon avis. Le Big Data va peut-être nous aider à développer progressivement des indicateurs. Sur l'évaluation de l'achat des prestations intellectuelles par l'État? De la même manière que nous ne sommes pas complètement homogènes dans la manière dont on se projette dans l'État, l'État n'est pas absolument homogène dans la manière dont il achète du conseil et nous évalue. Donc il y a évidemment aujourd'hui des donneurs d'ordre qui ont mis en place des systèmes d'évaluation qui marchent plutôt bien et qui sont beaucoup plus matures et qui sont souhaitables et qui sont sur la table. Il y a des grands opérateurs qui le font déjà régulièrement. Et puis il y a évidemment d'autres ministères ou d'autres opérateurs ou d'autres donneurs d'ordre dans la sphère publique aujourd'hui qui sont absolument pas en mesure de mettre en place déjà des systèmes, des grilles, des méthodes d'évaluation. Donc encore une fois, je pense qu'il faut regarder ça sur un temps long. Le temps long, on peut considérer que pour l'instant, il y a une pratique qui se professionnalise de plus en plus et ça fait partie des sujets sur lesquels, évidemment, il reste encore quelques progrès à faire. Ceci dit, il y a un indicateur assez facile. Hein. Un bon consultant, c'est un consultant dont l'administration n'a plus besoin après sa mission. Ça rejoint le point du transfert de compétences. Si vous avez bien fait votre job, le projet est allé jusqu'au bout et l'administration n'a plus besoin de vous. Un bon consultant, c'est un consultant qu'on ne reverra plus. Enfin, bon, plus sur les sujets qu'il a traités. Pas sur cette mission-là, oui. Non, je vous rassure. C'est ce que j'allais dire. Je pense que l'évaluation, elle se fait aussi au moment où il y a d'autres appels d'offres, où vos donneurs d'ordre ont un bon souvenir ou un mauvais souvenir de vous par rapport aux prestations que vous avez rendues. C'est comme
J'ai envie de vous poser une question. Pour rentrer dans l'administration, aujourd'hui, on parle souvent de vocation. On ne choisit pas de façon anodine de rentrer dans l'administration. Qu'est-ce qui fait que vous, dans des cabinets, on a vu, ça pèse 15%, 10, 15% de votre activité. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi d'aller sur le secteur public ? En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qui a séduit mes camarades de jeu là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas des carrières plus intéressantes à faire dans des grands cabinets de conseil comme les vôtres? Et qu'est-ce qui fait... Moi, je sais très personnel, je n'ai pas commencé ma carrière dans le secteur public, j'ai commencé ma carrière de consultant dans le secteur privé. Et c'est ce que je dis souvent aux jeunes consultants qu'on reçoit en entretien pour les recruter. Je pense qu'on ne vient pas par hasard dans le secteur public quand on est consultant. C'est-à-dire qu'il faut avoir un peu cette petite flamme. C'est ce que je voudrais vous faire dire. Si on n'a pas cette petite flamme, si on n'a pas la volonté de réconcilier un peu son engagement citoyen avec sa pratique professionnelle, je pense que ce n'est pas la peine de devenir consultant dans le secteur public, par exemple. On s'y embête, sinon. Hein, c'est pas qu'on s'y embête, c'est qu'on risque d'être frustré par rapport à d'autres choses. Donc il faut réconcilier systématiquement cette... encore une fois, moi j'aime bien utiliser le mot de petite flamme. Voilà, je pense qu'on la voit briller ou pas dans les yeux des jeunes consultants quand ils viennent, et après on sait s'ils se sont trompés ou pas. Je pense qu'on a tous... Il y a le test, chez EY, on fait le test de la petite flamme dans l'œil. On ne fait pas le test de la petite flamme parce qu'en fait, on reçoit des CV pour les consultants qui veulent faire du secteur public, qui veulent faire du secteur public. Ils ne veulent pas faire du conseil, ils ne veulent pas faire de l'audit. Ouais. Ils viennent pour faire du secteur public. Moi, j'avais commencé ma carrière à l'époque chez Arthur Andersen en proposant aux associés de développer l'activité secteur public. Ils m'ont fait une réponse proche de la tienne, qui m'ont dit « va te former d'abord sur le secteur privé et fort de ces méthodes, on attaquera le marché du secteur public ». Et c'est ce qu'on a fait. Bon, après... Et vous, Laurence Lafont, alors Après, à titre personnel, moi j'ai été chargée de mission dans des administrations et des collectivités territoriales et j'ai 20 ans de secteur pur public, donc j'avoue que c'est une véritable vocation. Secteur public un jour, secteur public toujours, hein? À titre personnel, oui. Voilà. Hein. Voilà, je pense que le secteur public a un attrait aussi très fort en ce sens que les gens ont l'impression de participer à la transformation de la société à leur petite échelle, mais ils ont envie d'apporter leur pierre à l'édifice par rapport à leur quotidien, par rapport aux grandes transformations, à la modernisation qu'ils ont envie pour leur société. Chez Accenture. Et puis alors préparez-vous autre chose, hein, je vais vous poser la question de la plus belle mission de votre vie. Et comme il nous reste 3 ou 4 minutes, il va falloir faire vite. Alors, donc, chez Accenture, idem. En plus, notre vivier de recrutement par rapport aux jeunes diplômés qui peuvent intervenir sur nos missions sont plutôt des viviers qui sont très orientés secteur public. Autant dire Sciences Po ou ancien de Prépéna. Bon, donc c'est vraiment une vocation de ce point de vue-là. Et effectivement, c'est être aligné en termes de sens. C'est un engagement à la fois citoyen, professionnel. Et par ailleurs, Accenture a une fondation, mais comme mes confrères. Et il se trouve que nos équipes, au travers de notre fondation, interviennent aussi sur des thématiques qui sont très secteur public, voire très social, comme par exemple Emmaüs Défi, qu'on accompagne. Donc voilà, c'est un continuum, c'est un tout pour nous chez Accenture. Une recherche de sens, réconcilier des aspirations personnelles avec sa vie professionnelle. Alors, qui veut commencer avec la plus belle mission de sa vie, hein? Laurence? J'aurais pas envie de citer une mission en fait en particulier. Je pense que c'est plus une nature de mission au sens quand on accompagne son client de bout en bout de la genèse d'une histoire et qu'on envoie la concrétisation sur le terrain avec les utilisateurs qui font tous les jours la politique publique et qu'ils font un retour positif de ce qui est mis en place. Je pense que c'est la plus belle réussite et c'est la plus belle récompense. Ça c'est gratifiant, hein. Chez Deloitte. Oh, la plus belle mission, c'est forcément la prochaine. À titre personnel, c'est peut-être mon engagement pendant plusieurs années au sein du secteur public de l'emploi et de la transformation du secteur public de l'emploi. Ouais, où Deloitte a fait beaucoup de choses. EY. Je ne sais pas si c'est ma plus belle mission, mais en tous les cas, je pense que c'est un bon illustratif de la manière de bien utiliser les consultants. On avait eu la chance de travailler à l'époque avec la secrétaire générale du ministère de l'Intérieur pour reconfigurer de A à Z la direction générale de l'outre-mer pour en faire une administration de gestion en une administration de mission interministérielle. Et on l'avait complètement reconfiguré en travaillant en étroite collaboration avec la secrétaire générale. Et en fait, même si on apportait du conseil, la réussite de cette mission n'a été atteinte que grâce à la très forte mobilisation de ce très haut niveau de management. Et je pense que très souvent, si vous avez une très forte mobilisation du haut niveau de management, vous avez une bonne utilisation des consultants et derrière, vous avez le résultat. Un bon retour sur investissement, même si ce n'est pas exactement comme ça qu'on parle dans le secteur public. Mais enfin,
Jérôme Vercamer. Alors pour c'est Accenture. toujours, merci, c'est toujours délicat d'en et citer vous avez une double casquette. Hein, santé et secteur public. Voilà, santé et secteur Donc public. en fait c'est État, territorial, hospitalier, comme il est écrit sur les affiches dans le compte acteur public. Ouais. Mais plus globalement, ce sont les missions qui permettent de sortir d'une ornière. Et ça arrive. Donc j'ai des exemples assez précis. Quand le site de déclaration d'impôt sur Internet en 2006 a été un tout petit peu bloqué par des problèmes de saturation de sites, donc il a fallu sortir de l'ornière. J'en ai d'autres assez récents quand le système de paye du ministère de la Défense génère pas mal de trop versés, donc ça permet de sortir ça permet de sortir de l'ornière, des choses comme ça. Donc, et évidemment, la prochaine mission, j'espère que, en tout cas, que ce sera aussi une mission très impactante de ces types-là. Voilà, très engageante. Et puis, vous allez faire quelque chose que vous ne faites pas tous les jours et parfaitement gratuit. Vous allez donner un conseil, un bon conseil à l'État, un seul conseil pour pouvoir... Et il nous reste 2h30, on me dit dans l'oreillette. Allez, allez, qui s'y colle. Un vrai bon conseil à l'État pour améliorer les choses. Allez. Investissez dans la conduite du changement. Ouais. Le changement, c'est les hommes. Il y a beaucoup d'hommes dans l'État et j'ai vu faire des transformations chez mes clients où il n'y avait pas assez d'investissement sur les hommes en termes de donner du sens au changement. Les ressources humaines, la gestion des ressources humaines, redonner du sens. On est à la veille d'une réat 2, enfin de grandes manœuvres du côté des collectivités. Là, je pense que vous avez raison de rappeler à l'État qu'il doit faire très attention au moral de ses troupes. Si j'avais un conseil, et qui rejoint le point d'Arnaud, c'est de se dire que la transformation, elle a besoin des hauts potentiels et du haut management, autant que l'exercice de la politique publique et du métier et des fonctions régaliennes. Il est important d'accepter, en tout cas, que ces plus belles ressources participent à cette transformation et soient carrément acteurs. Très bien. Mettre en valeur les potentiels, hein, c'est ça ? Messieurs, peut-être, je laisserai le mot de la fin à Joël. Peut-être 2 conseils. Le premier, c'est plus un conseil, pas un conseil d'administration, un conseil aux politiques, qu'ils s'intéressent pleinement à la transformation de leur administration, autant qu'aux enjeux politiques et de politique publique de ces administrations. Là aussi, on rejoint le point de leadership. On a besoin d'un leadership à la fois dans la haute fonction publique et au niveau politique. Et puis le deuxième point, alors elle est technique celle-là, mais elle est importante, de ne jamais choisir un prestataire uniquement sur le prix. Mais mais c'est important de choisir en fonction de la qualité de service, et ça passe par quelque chose de clair. Ne jamais avoir un poids du prix qui soit au-delà de 30%, parce que ça fausse complètement l'exercice. Dans les appels d'offres. Et il y a un risque de se retrouver avec un prestataire que vous n'auriez pas autrement choisi. Ce qui n'est pas cher n'est pas bon marché. Allez, un peu moins prosaïque, un peu plus visionnaire et de prospective. On va essayer. En tout cas, je suis d'accord avec mes camarades sur le côté RH, la guerre des talents, sur les enjeux RH au sein de l'administration. Mais je dirais plus globalement remettre l'agent au cœur de la transformation de sa propre administration, c'est-à-dire de systématiquement les mettre au cœur des réflexions, au cœur de l'action, et de faire en sorte qu'ils se sentent impliqués, du plus haut fonctionnaire jusqu'au plus petit quand il est directement impacté par ce qu'on est en train de transformer avec lui et pour lui. Eh bien, bravo, madame, messieurs, merci. Je ne sais pas, j'ai eu parfois l'impression d'entendre des patrons d'administration. Vous voyez, comme quoi on finit par ressembler à ses clients et comme quoi vous avez, c'est du mimétisme, et comme quoi vous êtes complètement impliqué dans la vie de... L'émission est terminée, mais Arnaud Bertrand veut nous dire encore quelque chose. C'est une très bonne idée. Je pense que le fait que des patrons des activités secteur public, de cabinets de conseil aillent dans l'administration et que la réciproque soit vraie, serait aussi un progrès. Un excellent sujet pour une prochaine émission. Madame, messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. À bientôt sur le plateau d'Acteurs Publics TV. Merci.